Merci beaucoup Quentin pour toutes ces réactions politique et on va entamer le débrief de ces questions gouvernement sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Primas, bonjour. Bonjour. Sénatrice Les Républicains des Yvelines et vice-présidente du Sénat. Également avec nous Hélène Conway-Mouret, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste des Français de l'étranger, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Rambaud, bonjour. Bonjour. Sénateur Renaissance de l'Isère et vice-président de la Commission des Finances. Sophie Primas, on vous a vu participer à cette initiative des sénateurs ce midi en posant avec ces photos des otages pour les parrainer symboliquement pour demander leur libération à tous. Tout d'abord, un mot sur la situation, l'accord qui a été trouvé et a priori cette cinquantaine d'otages qui seraient libérés à partir de demain. Est-ce que c'est un bon accord? Est-ce que c'est un moment de répit tangible? Écoutez, un bon accord, on verra la suite des opérations. Ce qui est certain, c'est que c'est une première bonne nouvelle, comme l'a dit à l'instant le président de la commission, Cédric Perrin. Il en reste beaucoup, il en reste 190. J'ai cru comprendre que dans les tractations, on disait par 10 otages libérés, il y a un jour de trêve supplémentaire. Donc vous voyez, derrière, j'ai l'impression des marchandages un peu de ce type-là qui sont encore en discussion. Moi, j'espère qu'on libérera les 240 le plus vite possible, parce que ça n'est pas la guerre. Ça, c'est un acte de terrorisme. Il peut y avoir des actes de guerre entre deux États, malheureusement. Ça, c'est pas un acte de guerre. C'est un acte de guerre, mais c'était une attaque terroriste voilà. le 7 octobre. Mais les 50 qui vont arriver sont évidemment une lueur d'espoir dans le ciel de Palestine et d'Israël qui est la bienvenue. Oui, une lueur d'espoir, Hélène Conway-Mouret, mais la fin de la guerre paraît loin. Cédric Perrin l'a dit à l'instant. Benjamin Netanyahou a déjà indiqué que la campagne militaire reprendrait aussitôt la trêve terminée, peut-être encore plus fort. On n'a pas l'impression qu'on pourrait s'orienter vers un cessez-le-feu réellement tangible, d'ailleurs, comme l'espère le gouvernement français. Il ne peut pas en être autrement parce que nous avons à la tête du gouvernement israélien aujourd'hui le même Premier ministre qui, quand même, pendant des années, a entretenu une relation, j'allais dire, privilégiée avec le Hamas, puisque les deux ne veulent pas de la solution à deux États. Et donc, quelque part, le Hamas vous dites qu'il y a un point commun entre le Hamas a pris la main sur le territoire de Gaza et quelque part est aujourd'hui l'instance représentative du peuple palestinien. Et je trouve ça fondamentalement choquant puisque nous avons là une organisation terroriste qui aujourd'hui est l'interlocuteur et le seul interlocuteur d'un gouvernement démocratiquement élu, quoi que l'on pense du Premier ministre actuel, oui, et de sa responsabilité aussi dans ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, forcément, nous avons en effet un cessez-le-feu parce que le Hamas veut aller jusqu'au bout et jusqu'à présent, ils n'ont pas tort puisque aujourd'hui, ce sont eux qui négocient. C'est quand même aberrant. Il n'y a pas d'autre interlocuteur. L'autorité palestinienne n'est pas un interlocuteur. Mais non, mais non, le Fatah n'existe. Enfin, le Fatah n'est pas représentatif aujourd'hui du peuple palestinien, malheureusement. Donc, il n'y a pas d'entité politique. On se retrouve avec une branche armée. Et on a vu dans un bon nombre de pays que le politique généralement remplace, et c'est le cas de l'Irlande par exemple, la Colombie et ainsi de suite, où les armes sont déposées le jour où le politique reprend la main. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Qui va représenter demain le peuple palestinien? Et donc, je pense que l'État d'Israël aujourd'hui, le gouvernement israélien veut aller jusqu'au bout de l'élimination de ce qu'ils pensent être l'organisation terroriste, en tout cas ceux qui en tout cas l'objectif qui sont en charge de cela, parce que de dire qu'ils vont éliminer l'ensemble des quelques milliers de combattants du Hamas, c'est absolument improbable. Et même si c'était le cas, on peut dire que dans un an, si on reste avec la même pauvreté et le même status quo, il y aura autant malheureusement de combattants qui auront ressurgi. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une impasse où, politiquement, je pense qu'il va falloir que les instances internationales vraiment s'intéressent très fortement à le cessez-le-feu, bien sûr, mais surtout donner un espoir. Qu'est-ce qui va se passer dès lors que la guerre sera terminée? C'est ça qui est important aujourd'hui.
Oui, Didier Rambaud, effectivement. Hein. On voit qu'on est très loin d'avoir accompli ce chemin avec cette trêve, même si c'est un début de lumière, de satisfaction. Voilà, je pense tous on voit ce début de lumière. Alors effectivement, on peut se réjouir de cet accord, de cette première libération d'otages, de cette trêve. Alors c'est une trêve. Certains disent un cessez-le-feu, d'autres parlent de pause. En tout cas, ce n'est pas encore la paix, oui. Hélas. Bon, voilà, moi je crois toujours, l'histoire démontre que les voies du dialogue sont toujours possibles. Donc il faut continuer, être encore davantage intensif. Effectivement, je pense qu'Israël a le droit de se défendre, mais a aussi le devoir de respecter le droit humanitaire. Oui, avec Catherine Colonna qui disait ce matin chez nos collègues de France Inter, il y a eu trop de morts côté palestinien. Oui. Elle a rappelé aussi les 200 civils palestiniens morts en Cisjordanie, tués par des colons israéliens. Les Palestiniens n'ont pas à subir effectivement les conséquences des crimes du Hamas. Et il faut rappeler à Israël, effectivement, au-delà effectivement pour eux de la nécessité, du devoir de se défendre, mais aussi de respecter le droit humanitaire. Juste un mot, Hélène Conway-Mouret. On a entendu ces déplacements dont parlait un certain nombre de parlementaires en Israël, notamment le président du Sénat et Roger Karoutchi, président du groupe d'amitié France-Israël. Est-ce que vous-même vous rendrez sur place ? Oui, absolument. D'abord parce que nous avons un bon nombre de compatriotes français qui qui sont résidents en Israël et que je représente ici au Sénat, mais aussi parce que je crois, et cela a été mentionné déjà par le président Kader, à la diplomatie parlementaire. Je pense qu'il est très très important de préparer ensemble avec les forces progressistes. Il y a en Israël, après le choc, on voit quand même ressurgir malgré tout. Je précise, a priori, il y aurait un déplacement le 21 et le 22 décembre. Oui, et puis il y en aura au mois de janvier et également. Encore par la suite, plusieurs délégations mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces forces pacifiques et pacifistes doivent travailler ensemble pour trouver une solution. Et ça ne passera pas simplement par l'Union européenne qui va être l'interlocuteur privilégié ou je ne sais quel autre pays. On parle de l'Arabie saoudite, mais enfin, le sujet est tellement complexe et s'il avait été facile à résoudre, on n'aurait pas attendu des décennies pour arriver à cette situation absolument dramatique. Donc je pense que toutes les initiatives qui soient prises aujourd'hui et demain sont les bonnes. Et aussi, je me réjouis, bien sûr, de la libération de ces otages. Enfin, il faut se mettre dans la peau des familles qui attendent et de l'angoisse de celles-ci. Bien sûr. Juste un mot. Sophie Primas, on avait Roger Karoutchi tout à l'heure qui déplorait l'effacement de la voix de la France dans la façon dont est en train de se résoudre ce conflit où la trêve est en train d'être conclue avec l'intermédiaire du Qatar, de l'Égypte, des États-Unis, mais la France était absente, déplorait le sénateur. Oui, alors je ne suis pas sûre que la France soit totalement absente. Simplement, c'est le concert des voix. Nous ne sommes plus majoritaires dans ce concert des voix et dans le rôle un petit peu d'arbitre que nous avions sur cette partie du monde. C'est vrai que notre voix s'est affaiblie. Elle est quand même présente. Et de nouvelles nations plus puissantes qui sont, j'allais dire, dans le cœur même des relations entre Israël, entre même le Hamas. On voit bien quel rôle ambigu a le Qatar aujourd'hui. Prédomine aujourd'hui dans les relations. Je ne serais peut-être pas aussi sévère que Roger Karoutchi en disant qu'on a totalement disparu, mais notre voix porte moins, c'est évident. Allez, un autre sujet qui a... Toujours éviter de polémiquer face à ce type de sujet, de faire des opérations politiciennes à l'intérieur de notre pays. Je crois que l'enjeu est beaucoup plus sérieux. On sait très bien que le président de la République œuvre sans relâche, et notamment pour obtenir la libération des otages français, pour lesquels tous on pense très fort. Éviter de polémiquer, c'est aussi ce qu'a demandé la Première ministre tout à l'heure lorsqu'elle a été interrogée sur un tout autre sujet, sur la question des violences après le terrible drame de Crépol qui a coûté la vie à Thomas, 16 ans, Crépol, dans la Drôme, lors d'une rixe, lors d'une fête de village dans la Drôme. Écoutez, Elisabeth Borne tout à l'heure en ouverture de cette séance de questions au gouvernement. Aujourd'hui, l'heure est à l'enquête et au recueillement. Comme vous, je le sais, monsieur le sénateur, je suis convaincu que ce moment appelle à la retenue et à la décence. Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. Didier Rambaud, qui visait Elisabeth Borne ?
Celles et ceux qui polémiquent. Bon, moi je vais revenir sur ce drame qui m'a un petit peu touché, parce que, bon, comme vous savez, la Drôme est frontalière avec l'Isère, et en plus, j'habite pas très loin de ce village. En plus, ça a touché le monde du rugby, puisque ce jeune Thomas était dans un club de rugby. J'ai bien vu dès le dimanche matin, hein, les réactions sur les réseaux sociaux, etc. Ça a interpellé. Bon, alors derrière, c'est beaucoup de questions, hein, qui sont posées. Hein. C'est malheureusement la dérive de notre société. Hein, alors, on réutilise ce terme. Gérald Darmanin a parlé d'ensauvagement. Alors, souvenez-vous, je crois qu'il y a 20 ans de ça, c'était Jean-Pierre Chevènement, me semble-t-il, à l'époque ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin, donc début des années 2000, qui avait utilisé déjà ce terme. Et hélas... On en est toujours là. Toujours là, je crains malheureusement que ce soit... Oui, je partage que ce soit aggravé. Hein. On voit bien, aujourd'hui, il y a des tas de sujets qui sont derrière tout cela. Hein. Le non-respect, l'autorité, le rôle à l'école. Aujourd'hui, un jeune, il ne doit pas seulement savoir lire, compter, écrire, il doit aussi savoir respecter, dire bonjour, au revoir, merci. Le respect de l'uniforme, hein, quand on voit que même des policiers, des gendarmes, des pompiers même, on le voit depuis 2 ou 3 ans, peuvent être bousculés dans le cadre de leur mission. Il y avait eu des missions du Sénat qui avaient montré à quel point les pompiers, effectivement, il y a une vraie interpellation, quoi, hein, un vrai travail sur les valeurs de la République à reprendre. Alors, je sais pas, là, ici, en une minute, que vous allez demander comment on s'y prend. Bon, moi, je crois beaucoup... Il faut avoir des pistes. Il faut avoir des pistes, oui. Bah, il faut repartir à la base. Hein. L'école, à mon avis, l'école de la République doit sûrement se réaffirmer beaucoup plus fortement. Le rôle des parents aussi. Parce que, bon, derrière tout cela, je vois sur quoi on peut enchaîner. Hein. Il y a le congrès des maires. Les maires eux-mêmes sont aussi même remis en cause. Vous lisez dans mes pensées, Didier Rambaud. On va parler de tout ça, mais on a encore quelques minutes. Mais Didier Rambaud, un mot quand même sur la question que je vous posais. Qui est-ce qui est visé? Est-ce que c'est l'extrême droite qui a parlé, on a entendu certains parler de francocide, mais est-ce que vous visez aussi Vous avez bien vu l'action sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle la fachosphère, qui a eu. C'est hallucinant de voir un petit peu ces réactions, c'est préoccupant. Donc, je pense de voir que la famille était obligée de dire nous voulons une marche blanche apolitique. Oui, j'ai trouvé ça très honorable de leur part, très courageux, très digne. De dire stop, voilà, on n'a pas besoin de récupération politique autour du décès de notre enfant. Essayons de respecter ça. Si au moins les élus politiques de quelque nature, de quelque couleur politique qu'ils soient, pouvaient un peu avoir du recul, prendre de la hauteur et respecter cela, ce serait bien. Sophie Primas, qui a une polémique politicienne qui s'est emparée de ce drame dont on ne connaît pas encore plus que ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui sont les tueurs du jeune Thomas, on ne sait pas exactement encore ce qui s'est passé. En fait, je pense qu'il faut évidemment avoir beaucoup de dignité par rapport à la mort de ce jeune dans ce village qui choque beaucoup. Vous savez, quand j'étais jeune, on regardait Orange Mécanique en se disant ça n'arrivera jamais. Cette violence gratuite, Stanley Kubrick, en effet, j'ai l'impression qu'on y est. C'est-à-dire des hommes et des femmes plutôt jeunes, complètement sauvage en réalité, parce que pour faire ça, il faut plus avoir de repères. Donc je pense qu'il y a ça d'un côté, la dignité que demande et à laquelle aspire la famille et qui est un dû de la société par rapport à elle, et il ne faut pas s'engouffrer. Par contre, il faut traiter le sujet, il faut parler du sujet, parce que alors là, si on ne parle pas du sujet et qu'on le cache, là, c'est le terrain béni de ce que vous appelez la fachosphère. Donc je pense qu'on a un devoir. C'est quoi pour vous le sujet? C'est une faillite collective? Moi, je pense que c'est une faillite collective qui date de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, où il y a un délitement total de la notion d'autorité. C'est l'autorité des parents, c'est l'autorité de l'instituteur ou de l'institutrice, de la professeure des écoles, comme on dit maintenant. C'est le fait qu'il n'y a plus de structuration philosophique, religieuse, il n'y a plus de respect du maire, il n'y a plus de respect des élus. Enfin, moi, quand j'étais petite, un député, un sénateur, c'était important. Aujourd'hui, bon, c'est pas très important. Alors, c'est vrai qu'à titre individuel, c'est pas très important, mais ça représente quelque chose d'important, comme le maire, comme le président de département. Il n'y a plus cette notion... Vous voyez tout un continuum entre... On voit tout un continuum. Et quand les jeunes, ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de repères en réalité, il me semble que c'est difficile pour eux d'avoir des limites. Quand il n'y a plus de repères, il n'y a plus de limites. Et aujourd'hui, on est dans cet ensauvagement dont parle Gérald Darmanin, pardonnez-moi, j'en bafouille, et qui me semble être extrêmement préjudiciable. Donc il faut que nous-mêmes, on s'interroge sur comment on retrouve des critères et des repères d'autorité
qui ne sont pas des castrateurs, et c'est pas ça, qui ne sont pas des gens qui vous empêchent de faire des choses, mais qui sont des autorités au pluriel, y compris un médecin était une autorité. Aujourd'hui, on remet en cause l'autorité du médecin. Donc, comment on redonne cette capacité à avoir une autorité dans notre société, c'est hyper important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat déjà, Hélène Conway-Mouret? Est-ce que ce drame, il vient s'inscrire dans une perte de repères et surtout une perte d'autorité aujourd'hui dans notre société? En tout cas, moi, ce que je retiens de l'heure que nous venons de vivre, de questions d'actualité, c'est que, quels que soient les domaines et les sujets abordés, la violence était au cœur du sujet. Violence contre les élus, contre les femmes, contre les enfants, et puis bien sûr ce drame. Nous avons une société qui est dominée par la violence, qui est dominée par des réseaux sociaux aujourd'hui qui s'emballent. Et quand vous parlez de polémique, je ne sais pas s'il y a une polémique, mais enfin, il y a quand même certains politiques qui sont plus rapides que Lucky Luke. Dès lors qu'il se passe quelque chose, immédiatement, ils sont sur leur téléphone et doivent tweeter, doivent s'exprimer dans l'émotion. Il n'y a pas de réflexion, on est dans l'émotion, on est dans le sensationnel, des mots forts, bien sûr, à chaque fois. Et je pense que tout cela participe de cet emballement. L'extrême droite qui parle de francocide. Mais oui, mais Éric Ciotti qui parle de racaille immédiatement. Mais voilà, et donc on a quand même cet emballement sur les réseaux sociaux qui, moi, je pense, alimente la haine, le clivage, des gens qui ont peur, des gens qui... voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à un sujet de société qui est majeur, peut-être la place justement de ces réseaux sociaux et de cette peur, de cette angoisse, de tous ces sentiments qui sont entretenus, où il y a plus de rationalité. C'est sans doute une partie du problème, mais là c'est vrai que l'irrationalité qu'il y a pu avoir sur cette risque, elle n'est même pas du tout liée aux réseaux sociaux. Mais quel temps a été laissé à la famille pour faire son deuil? Non, aucun. Aucun. Dès lors que ce pauvre garçon a été assassiné, eh bien, il y a eu cet emballement, tout le monde s'en est saisi, tout le monde doit avoir un avis, tout le monde doit en parler. Enfin, on a collectivement un problème de société quand même. On ne se donne plus le temps pour le respect. Le temps du deuil, le temps du respect. Le temps du deuil, le temps de tout cela. Enfin, on devrait se l'accorder quand même. Et en effet, ça nous donnerait peut-être le temps aussi d'avoir une réflexion rationnelle, de ne pas être dans la réaction. Aujourd'hui, j'entendais la ministre dire on va mettre un bouton, on va mettre des caméras. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que faisons-nous pour empêcher ces actes de violence? Et après, on n'a pas besoin de boutons d'alerte, on n'a pas besoin de caméras, on n'a pas besoin de tout ça. Oui, les mots de Gérard Larcher ont été pour s'associer à la marche. L'idée, c'est que quand même aujourd'hui, c'est aussi la journée de la marche, la journée de l'hommage et de la douleur de la famille. Bien sûr. Sophie Primas. Bien sûr, il y a un temps pour tout, comme vient de dire Hélène, y compris pour avoir des mots un peu francs et directs. Mais moi, je ne parlerai pas de racaille. Il y a un meurtrier dans cette affaire. Voilà. Il y a un meurtrier. Après, on verra qui il est. Vous vous alignez pas avec Éric Ciotti Je crois qu'il faut éviter, nous, femmes et hommes politiques, d'alimenter le feu qui est déjà un brasier extrêmement important dans notre pays, le feu de la violence. Voilà. C'est aussi notre rôle à nous d'être à la fois exigeants, d'être à la fois sévères, mais de prendre le temps de prendre la bonne décision, parce que sinon on ne sera plus crédible. Didier Rambaud, un mot Non, cet événement quand même assez sujet. particulier quand même, parce que il ne s'agit pas d'une rixe, il ne s'agit pas de règlement de compte autour d'un sujet de drogue. C'est une dizaine d'individus qui débarquent là comme ça. Sur, une expédition punitive. Une expédition punitive, pourquoi? Bon voilà, c'est hallucinant quoi. Donc, totalement gratuit. Totalement gratuit quoi. Donc, ça paraît, on ne sait pas. Voilà, On ne sait pas. Là donc, aussi, on ne se donne pas le temps que la justice fasse son travail. Oui. Et le temps de l'enquête. On doit commencer à commenter avant même que voilà, on sache qui, pourquoi, et je pense que ça serait bien d'attendre. Il faut punir. Voilà. Et il faut laisser les policiers travailler, la justice travailler. Puis toutes ces exploitations, ces petits effectivement, le terme racaille, etc., c'était un peu trop. Je me souviens qu'il y avait un président de la République qui l'avait déjà sorti il y a quelques années, ça. Bon, on a vu que d'ailleurs, ça avait débouché, hélas, sur des émeutes urbaines, quoi. Donc...
Voilà. Ouais. La parole à l'apaisement. Tirons les leçons de tout ça. On ne va pas faire le débat sur les émeutes de 2005. Allez, tout de suite, on revient aussi à un autre temps fort qui a marqué bien sûr cette séance de questions au gouvernement où il n'y avait pas moins de 2700 maires aujourd'hui au Sénat. Et effectivement, la séance a été colorée de questions qui concernaient largement ces élus. Audrey, on vous retrouve dans l'hémicycle du Sénat où vous êtes toujours avec nous. Ces problématiques sur les maires, elles ont été abordées dans la longueur dans cette séance, Audrey. Oui, et vous l'avez dit, les maires étaient nombreux en tribune. 2700 élus étaient attendus aujourd'hui au Sénat. Alors on a assisté à des prises de parole un peu théâtrales, beaucoup de bons mots, à l'image d'une interpellation de la sénatrice Alexia Borchio-Fontimp que je vais vous montrer. Elle parle de ses maires et du travail de son groupe politique en direction des élus. Regardez. Gestion de la commune, option autodéfense. Voici désormais le nouveau module de formation proposé aux maires, notamment dispensé par le RAID. Prochaine étape peut-être qu'ils deviennent finalement des militaires à part entière. Madame la Première ministre, la situation est intenable. La République va mal, nos édiles sont inquiets. Vos annonces, nous les connaissons, mais rassurez-nous, de nouvelles mesures sont-elles prévues afin que nos maires puissent enfin exercer leur mandat sans avoir l'angoisse de se faire agresser ? Mais le gouvernement n'est pas en reste, vous allez le voir avec l'extrait qui va suivre, une envolée de Christophe Béchu, le ministre de la Cohésion des Territoires. Elle faisait pourtant suite à une question très technique, très simple de la sénatrice Michèle Gréaume sur les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat. S'il vous plaît. 13 ans sans hausse. C'est la deuxième année consécutive où la dotation globale de fonctionnement augmente. Au global, sur l'année 2024, c'est 1,2 milliard de compléments de crédit pour les collectivités. Donc on peut dire, c'est pas assez, mais on ne peut pas dire ça n'existe pas. 200 millions de DGF, 100 millions de dotations de titres sécurisés, 5 millions pour les violences faites aux élus, 11 millions pour les communes nouvelles, 100 millions pour les aménités rurales, 250 millions de FCTVA sur l'aménagement, 500 millions d'euros sur le fonds vert. C'est la réalité. Et vous l'avez peut-être entendu, les bancs de la gauche se sont emportés et pour cause. Avant de conclure, le ministre a adressé un tacle au mandat de François Hollande, l'accusant d'avoir baissé les aides aux collectivités. Vous le voyez, des échanges très animés, même si le sujet reste très sérieux. On parle des problématiques liées aux élus. Merci beaucoup Audrey, effectivement. Sophie Primas, on a entendu cette séance qui a été largement colorée par ce congrès de l'Association des maires de France. Un mot déjà sur cette question à laquelle a répondu Christophe Béchu. Est-ce que les maires ont encore le pouvoir d'agir? C'était la thématique du congrès de l'an dernier, mais on a vu que la question se posait toujours. Est-ce qu'ils ont suffisamment Clairement non. D'argent ? Non, clairement non. Je sais que la Cour des comptes a fait l'année dernière des rapports qui disaient que les communes étaient riches, sans imaginer que pendant la période Covid, on avait moins dépensé que dans les périodes normales, j'allais dire. Aujourd'hui, moi, je le vois dans le département des Yvelines, nous avons des communes qui sont vraiment en très grande difficulté, qui sont aujourd'hui en grande difficulté pour faire face à leur fonctionnement, qui sont en difficulté pour faire face à leurs investissements. Et en réalité, elles peuvent le faire à condition de répondre à des appels d'offres, à des appels à manifestation d'intérêt. Elles sont en fait sous tutelle de l'État. Si vous n'êtes pas dans les politiques publiques décidées par l'État, je vois que mon voisin réagit, si vous n'êtes pas dans les politiques publiques qui sont décidées par l'État, eh bien, vous n'avez pas les subventions pour des projets pour lesquels vous avez été élu démocratiquement par vos citoyens. Donc il y a un problème aujourd'hui qui est le problème de mise sous tutelle en réalité des communes. Et sur les frais de fonctionnement, ça devient catastrophique. Et aujourd'hui, les maires qui n'ont plus que la taxe foncière qui pèse sur les propriétaires, hésitent évidemment à actionner ce levier parce que c'est un levier qui est injuste et puis qui est déjà pas mal poussé à la hausse. Alors, que répondez-vous, Didier Rambaud? On continue à faire le procès au gouvernement, notamment de la suppression de la taxe d'habitation, de la suppression de la CVAE et du fait qu'aujourd'hui, les communes se sentent sous tutelle. Moi, j'ai des réponses à toutes les questions que vous venez de poser. Alors, j'ai été maire entre 2001 et 2017. Oui. Donc, très franchement, j'ai toujours connu
cette période, on a toujours dit qu'on n'avait pas assez. Hein. Voilà. Et c'était pas vrai Soyez sincère, monsieur Rambaud, quand même. Faut être sérieux, quand même. Ah bah, j'espère être sincère, quand même. Faut être sincère. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais voilà, on veut toujours avoir plus pour pouvoir faire davantage dans les communes sur lesquelles on est élu. La taxe d'habitation, alors vous avez posé deux sujets. La taxe d'habitation, alors certes, c'est un pouvoir fiscal, c'est un levier qu'on a enlevé aux communes, sur lequel, moi je suis prêt à avoir un autre débat, effectivement, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller vers un impôt résidentiel, etc. Où oui, ça c'est quelque chose qui me préoccupe. Aujourd'hui, tout habitant, quelque part, devrait payer un impôt local. Parce que vous avez plutôt des habitants riches qui ne sont pas propriétaires et qui, du coup, ne payent plus aucun impôt local, alors que leurs enfants fréquentent une cantine, un centre de petite enfance, etc. Donc, est-ce que les communes sont plus sous tutelle sous ce gouvernement qu'auparavant? Tutelle, non, parce que la taxe d'habitation, elle est compensée. Hein, voilà. Donc, vous avez, citez-moi un seul élu qui vous dit qu'elle n'a pas été compensée. La CVAE, alors moi je veux bien, mais c'est suivant dans quel forum on se situe, dans quelle assemblée on se fait. On considère que dans notre pays, les entreprises payent trop d'impôts de production, qui est une particularité européenne. Donc, il faut les baisser. Et donc, la CVAE, qui est en production, on commence à le baisser. Voilà. Alors, effectivement, c'était une recette qui comptait dans nos collectivités locales. Il faut veiller à voir comment elle peut être compensée par, effectivement, des retours. Alors, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'on a créé peut-être un climat de dépendance de nos collectivités locales vers de... Mais ce tunnel de dépendance, on n'est pas loin. Sophie Primas, on va finir par vous réconcilier à la fin de ce débat. On n'est pas fâchés, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas fâchés pour autant. Mais en fait, ce qui est très très grave, c'est qu'en fait, on met sous tutelle les collectivités territoriales qui n'ont plus la capacité à décider de leur fiscalité et à décider, mais non, qui n'ont plus la possibilité de décider de leur capacité à gérer la fiscalité. Si, on avait beaucoup plus de leviers. Et surtout, on coupe encore une fois, le territoire des recettes. Et ça, c'est très grave. Quand vous coupez les entreprises avec la CVAE, par exemple, que vous leur enlevez la CVAE, vous coupez le territoire des entreprises. Ça, c'est très mauvais, parce que les entreprises, elles viennent vous voir, elles vous disent, dites donc, ma zone d'activité, je voudrais bien refaire la route, et puis je voudrais mettre des arbres, et puis je voudrais que vous me la refassiez, puis je voudrais qu'elle soit plus attractive. Je partage effectivement sur le lien fiscal entre l'habitant ou l'entreprise et le territoire. Il nous reste... Mais bon, le levier fiscal, très franchement, c'est du pipeau, parce que ce qui compte, c'est l'assiette fiscale. Bon, allez. Donc, et pour les petites et les moyennes communes, elles n'en ont pas plus que ça. C'est pas parce que vous leur donnez le moyen de lever un impôt qu'elles vont avoir plus d'argent à partir du moment où l'assiette n'existe pas. 30 secondes pour vous donner la parole, Hélène Conway-Mouret, sur ce sujet, qui est aussi le sujet de la difficulté pour les maires aujourd'hui d'exercer leur travail. Il y a ces raisons-là, il y a aussi la raison des violences qu'on a vues à l'égard des maires, et donc finalement une forme de crise des vocations qu'on observe aujourd'hui sur tout cet univers. Oui, c'est dommage. Et puis la crise des partis politiques, dont la fonction principale est quand même la formation politique de la jeunesse aujourd'hui. Et on voit un délitement avec un grand nombre de mouvements où cette formation n'existe plus. Et donc, ce ne sont pas simplement des vocations. Enfin, on ne naît pas avec la foi pour devenir maire ou parlementaire. C'est quelque chose qui se construit dans le temps, par l'éducation, bien sûr, à l'école, et on en revient au début de notre conversation. Mais je crois qu'en effet, on a besoin d'élus, et on a besoin de gens qui s'engagent. On a besoin d'élus et de gens qui s'engagent, effectivement, ça sera le mot de la fin sur ce débat. Mais pour conclure cette émission, on va retourner quand même une dernière fois à la salle des conférences avec Quentin Calmet, qui se trouve avec Philippe Mouillet, le président de la Commission des affaires sociales, à l'occasion du Duodet, le principe une entreprise, une collectivité ou une association accueille à l'occasion de cette journée nationale une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel qui est volontaire. Tout de suite, Quentin avec Philippe Mouillet. Effectivement, Philippe Mouillet, bonjour, président de la Commission des affaires sociales du Sénat. Demain, jeudi 23 novembre, vous organisez les Duodets au Sénat. C'est la 6e édition de cette initiative dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le Duodet, comment ça va marcher exactement demain ? Alors très concrètement, c'est l'occasion de mettre en place un duo entre une personne en situation de handicap, plutôt qui est dans une démarche de recherche d'emploi ou de formation, et des professionnels. Alors demain, ça sera des élus, des sénateurs, mais d'une façon générale, ça peut être des chefs d'entreprise, des salariés, des présidents d'associations, enfin des personnes qui sont prêtes à prendre du temps pour expliquer leur activité et leur métier.
Et alors très concrètement, combien de personnes sont reçues au Sénat demain et qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, on a 17 personnes qui sont reçues de façon organisée, mais à peu près 25, je crois, sur l'ensemble du Sénat. Donc, ce sont des personnes qui vont à la fois prendre du temps pour visiter les lieux, essayer de comprendre quelle est l'activité, le métier du sénateur, mais également rencontrer un certain nombre de services dans la maison. Je pense notamment au niveau des jardiniers, je pense également au niveau des archives, au niveau de la comptabilité, pour découvrir les métiers du Sénat et voir éventuellement s'il peut y avoir des liens, des accointances. Ces sujets du handicap, ils vous tiennent à cœur depuis longtemps. C'est un des dossiers sur lesquels vous travaillez beaucoup. On en est où de l'emploi des personnes handicapées en 2023? La situation s'améliore? Oui, la situation s'améliore puisque on est passé de 17% de taux de chômage à 12%. On a une amélioration. On voit bien que ça évolue, mais il y a encore beaucoup à faire. Et donc moi, j'ai beaucoup d'espoir à travers la loi qui a été votée pour le plein emploi, où on pourra, je pense, améliorer l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Cette loi qui termine son parcours législatif a développé par exemple les CDD tremplins ou encore la portabilité des équipements en cas de changement d'employeur. Là encore, on voit que le législateur a encore du travail à faire, même au fur et à mesure des années, pour améliorer la situation de ces travailleurs handicapés? Tout à fait. On a besoin encore d'aller plus loin en matière de législation. Alors ça, c'est notre boulot de parlementaire, notre travail de parlementaire. Mais en parallèle, il faut aussi qu'on puisse montrer l'exemple. Et cette journée du DUOD est l'occasion de montrer l'exemple. Mais il n'y a pas que. Moi, je fais partie de ceux des parlementaires qui, sur le terrain, mettent en valeur les entreprises, les belles initiatives qui montrent que finalement, on peut assez facilement accueillir des personnes en situation de handicap. Parfois, c'est même un élément de performance dans l'entreprise. Et donc, je crois que c'est par l'exemplarité qu'on arrive à aller plus loin dans la démarche. Et une dernière question, vous appelez ces entreprises à développer ce DUOD aussi pour tenter l'expérience? C'est quelque chose qui peut se passer très concrètement, très rapidement? Oui, c'est assez facile à organiser, c'est une journée. Et puis c'est surtout l'occasion finalement de mieux appréhender le handicap dans l'entreprise, à la fois pour les personnes en situation concernée, qui se rendent compte que c'est finalement possible de travailler, et pour les personnes qui accueillent, qui se rendent compte qu'on peut assez facilement intégrer le handicap dans le fonctionnement de l'entreprise. Eh bien merci. Merci Philippe Bouillet pour toutes ces explications au micro de Public Sénat. Merci beaucoup. Merci beaucoup Quentin. Et nous en parlions tout à l'heure, l'association des maires de France organise son 105e congrès. Public Sénat vous fait vivre les temps forts de ce congrès. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Alexandre Poussard pour une table ronde, un débat autour des violences dont les élus sont victimes. Et nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro des questions.